Alors, le temps est venu de conclure ce deuxième semestre qui a été particulièrement troublé et troublant, et j'espère d'ailleurs à cet égard que pour chacun et chacune d'entre vous, vous aurez réussi à surmonter cette période difficile. D'ailleurs, à cet égard, je voudrais en profiter pour adresser mes plus vifs remerciements à Virginie Martin, car je sais que Virginie Martin vous a très bien accompagné et qu'elle s'est beaucoup investie dans le soutien aux étudiants. Alors, pour en revenir donc à la thématique de cette dernière séquence, eh bien, nous allons conclure donc le cours de ce semestre à partir de la thématique de la relation entre guerre et politique de 1756, donc le début de la guerre de 7 ans, jusqu'à 1795. Alors, la relation entre guerre et politique, c'est une question qui s'est posée à chacun, dans chacun des cours que nous avons faits, mais au-delà de cette période, on considère généralement que la guerre et la politique entretiennent une relation vraiment structurante et notamment, vous connaissez la célèbre formule de Clausewitz, le théoricien de la guerre, sur laquelle nous allons revenir, qui est la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, nous allons l'analyser un petit peu plus en détail. Alors, c'est justement ce que suggère l'image que vous avez, la photographie que vous voyez. Alors, cette photographie, c'est une sculpture qui est au Panthéon et qui représente donc Marianne, qui incarne la République, et à ses pieds, on voit donc sur le côté gauche les députés de la Convention qui lui prêtent serment, et sur le côté droit, donc, les soldats, en particulier donc, les soldats de l'an 2 qui vont faire la guerre. Alors, ce que justement suggère très bien cette sculpture, c'est que les fondements de la République, eh bien, c'est d'une part la politique, incarnée par les députés de la Convention, et d'autre part, c'est la dimension militaire incarnée par les soldats de l'an 2. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail cette sculpture, on peut avoir l'impression, si on ne sait pas par exemple que les députés lèvent le bras pour prêter serment, on peut avoir l'impression qu'ils commandent les soldats qui partent à la guerre, ce qui pourrait laisser suggérer que justement la guerre est la continuation de la politique. Or, nous allons voir, la relation, elle est plus complexe que cette relation d'essence à attribut. La guerre n'est pas un attribut d'une essence politique. Nous allons voir que les choses sont plus compliquées. Alors, la relation entre la guerre et la politique, je le disais tout à l'heure, elle a été formulée par Clausewitz. Donc Clausewitz, c'est un général prussien qui a fait les guerres de la Révolution et surtout de l'Empire, qui ensuite, après la fin des guerres de l'Empire, est devenu le directeur de la Kriegsakademie, c'est-à-dire l'école de guerre de Berlin, et il est devenu un théoricien de la guerre. Alors, après sa mort, puisqu'il a passé une grande partie de sa vie à écrire, mais ses écrits n'ont pas été publiés de son vivant, enfin certains ont été publiés de son vivant, mais surtout pas son œuvre principale, qui s'intitule donc De la guerre, qui a été éditée après sa mort. Il est mort en 1831, a été édité après sa mort en 1832 par sa veuve, et dans De la guerre, eh bien, vous avez ce passage qui est devenu très célèbre. Donc la guerre n'est rien d'autre que la continuation des relations politiques avec l'appoint d'autres moyens. Nous disons que de nouveaux moyens s'y ajoutent pour affirmer du même coup que la guerre elle-même ne fait pas cesser ces relations politiques, qu'elle ne les transforme pas en quelque chose de tout à fait différent, mais que celles-ci continuent à exister dans leur essence, quels que soient les moyens dont elles se servent. Donc, Clausewitz, il formule une hypothèse selon laquelle donc, la guerre ne serait que la projection de la politique, la projection d'une essence politique. Alors, cette vision de la guerre, elle a beaucoup influencé l'interprétation
des guerres de la Révolution française, alors aussi bien dans le champ politique que dans l'historiographie, y compris d'ailleurs à notre époque. On considère encore souvent les guerres de la Révolution comme le prolongement d'une essence politique de la Révolution. Alors, cette idée, elle a été formulée très rapidement. D'ailleurs, la formule de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est pas du tout original à son époque. Clausewitz, en quelque sorte, il formule une sorte de lieu commun. Alors, ce lieu commun, il a été suggéré par exemple par ce texte que nous avions déjà évoqué, donc dans le mémorial topographique et militaire rédigé au dépôt général de la guerre, donc, où dans un article est écrite la chose suivante: les succès militaires des Français sont-ils la conséquence d'un nouveau système d'opération et d'une nouvelle tactique, ou seulement l'effet du courage aveugle d'une masse d'hommes guidés par des chefs dont la seule présence d'esprit et des circonstances décidaient les résolutions? Donc la question qui est posée, c'est est-ce que les succès militaires des Français, c'est finalement le résultat d'un nouveau système de guerre, système d'opération, système tactique, ou est-ce que c'est la conséquence finalement de la motivation politique des soldats? Et donc, voilà, est-ce que les succès militaires des Français, c'est un succès strictement militaire ou est-ce que c'est la conséquence d'une dynamique politique? Alors, l'auteur de cet article précise que l'interprétation plutôt politique, c'est-à-dire que les guerres de la Révolution seraient l'expression du patriotisme, voire considéré de façon péjorative par certains à cette époque le fanatisme des soldats français, eh bien, ce dernier moyen d'expliquer nos victoires fut longtemps celui de nos ennemis. C'est vrai que, aussi bien d'ailleurs en politique que dans l'historiographie, eh bien, il y a une projection sur les guerres de la Révolution qui est une projection politique, et notamment considérer la Révolution comme un moment de fanatisme et qui se projetterait sur des guerres qui seraient des guerres violentes, brutales, des guerres totales, on en a déjà parlé, voire, quand on évoque la Vendée, un génocide. Bref, projeter sur les guerres de la Révolution une essence politique péjorative chez certains adversaires de la Révolution, voire de la République, eh bien, c'est un lieu commun. Maintenant, il y a aussi quand même la tendance inverse, c'est-à-dire que au cours du XIXe siècle, et même d'ailleurs pendant la Révolution, vous avez des auteurs, vous avez des hommes politiques qui considèrent justement aussi, et qui sont favorables à la Révolution et à la République, et qui considèrent que les succès militaire de la France, c'est dû justement à l'ardeur patriotique, à l'ardeur républicaine des soldats. Alors celui qui exprime ça, c'est Victor Hugo dans ce poème, tiré donc d'une série de poèmes publiés en 1853, alors qui s'intitule Les Châtiments, et Les Châtiments, Victor Hugo, il publie ça pour s'opposer à Napoléon III, qui vient de faire son coup d'État. Et là, Victor Hugo, justement, veut rappeler à Napoléon III que, eh bien, l'essence politique, l'essence républicaine de l'armée a été une dynamique victorieuse et que lui, Napoléon III, en brisant la République, eh bien, va prendre le risque de briser la dynamique militaire de la France. Et donc c'est pour ça, vous le voyez, qu'il écrit ce poème sur les soldats de l'an 2, et il décrit les soldats de l'an 2 bien comme des individus animés d'une ardeur insurmontable, d'une ardeur qui finalement arrive à transcender toutes les dimensions militaires parce que, eh bien, les soldats, ils n'ont pas peur, les soldats, ils sont imbattables parce qu'ils sont motivés. Voilà comment est-ce qu'il explique les succès de la Révolution française. Donc là, vous le voyez, finalement, la guerre vécue comme la continuation de la politique, eh bien, on
trouve ce lieu commun à la fois chez certains partisans et chez certains adversaires de la Révolution française. Or, nous allons voir que les choses sont plus compliquées que ça. Nous allons en revenir finalement à la sculpture du Panthéon qui montre que les fondements de la République sont doubles. C'est d'un côté la dimension politique incarnée par la Convention, de l'autre côté les militaires, donc les soldats de l'an 2. Alors, nous allons étudier cette dimension et l'appliquer à l'ensemble de la période que nous avons étudiée au cours de ce deuxième semestre, c'est-à-dire la période 56-95. Et si on applique cette problématique de la relation entre guerre et politique sur l'ensemble de cette période, eh bien ça amène à reconsidérer la place de la Révolution française dans l'histoire de la guerre. Alors nous l'étudierons dans la première partie. La guerre des princes, la guerre des peuples, vous savez que ce sont deux lieux communs. La guerre des princes, donc c'est la guerre de l'époque de la monarchie. La guerre des peuples, c'est les guerres de la Révolution. Ça, ce sont deux lieux communs et nous allons voir que justement, passer de la guerre des princes à la guerre des peuples, eh bien, ça n'est pas une rupture totale, qu'il y a des éléments de continuité. Maintenant, bien sûr, nous verrons dans la deuxième partie, intitulée La Révolution militaire, révolution à prendre au sens d'abord politique, mais aussi, donc, on va le voir dans ses prolongements militaires, il y a quand même une rupture au moment de la Révolution française, et donc nous allons, à l'issue de cette deuxième partie, voir justement la relation complexe entre continuité et rupture, et cette relation complexe entre continuité et rupture, eh bien, elle résulte d'une relation dialectique entre la guerre et la politique. Alors, pour commencer, donc, abordons la dimension de continuité entre les guerres de la monarchie et les guerres de la Révolution française, à partir d'un premier critère que j'intitule la mobilisation de la nation. Alors, la mobilisation de la nation, nous allons l'évoquer, alors nous l'avons souvent évoqué, nous allons la résumer à partir de ce tableau qui est une sorte de concentré de données statistiques. Alors, vous voyez, un certain nombre de chiffres sont suivi d'une parenthèse où est écrit EST. EST, ça veut dire estimation, parce que estimer les pertes, par exemple, dans les batailles de la période de Louis XIV, c'est très difficile. Donc là, ce sont des estimations qui ont été faites par des historiens, mais parfois à partir d'indices très, très limités. Alors, bon. Donc ce que nous voyons, donc j'ai choisi la guerre de Louis XIV, parce que de 1688 à 1715, vous avez là une séquence chronologique qui correspond à peu près à la même durée que les guerres de la Révolution et de l'Empire. Alors, il y a un premier critère qui est la proportion la relation entre le nombre de militaires dans l'armée et l'ensemble de la population. Alors, j'ai précisé parce que dans l'armée de Louis XIV, par exemple, et dans l'armée de Napoléon, il y a beaucoup de soldats étrangers. En revanche, au moment des guerres révolutionnaires, et en particulier en 1794, il y a peu de soldats étrangers. L'essentiel de l'armée française, elle est composée de citoyens français. Alors, vous le voyez, eh bien, la proportion entre les soldats français et l'ensemble de la population, eh bien, elle est à peu près constante. On le voit sous Louis XIV, ça représente 1,7%. L'armée, donc le nombre de soldats par rapport à la population, c'est 1,7%. Et sur l'ensemble des guerres révolutionnaires, on le voit, c'est même plutôt moins. Même si l'effectif militaire est important, eh bien, il ne faut pas oublier que la population, elle a augmenté. Et donc, la proportion, elle est plus faible sous la Révolution que sous les guerres de Louis XIV. En revanche, dans la période napoléonienne,
eh bien là, la proportion, elle augmente. Alors ensuite, si on examine l'impact sur la société et la population à partir du critère des pertes, alors le critère des pertes, on l'avait déjà abordé, eh bien vous le voyez notamment sur la ligne pertes par an par population, eh bien on voit que eh bien, les guerres de la Révolution restent tout à fait dans les mêmes normes que les guerres de l'époque Louis XIVienne. Et puis même, si on examine la question des pertes dans les batailles, eh bien, on s'aperçoit que dans les guerres de la Révolution, le taux de perte des batailles est très inférieur à ce qu'il était sous Louis XIV. Et ça vaut aussi pour les guerres napoléoniennes. Alors, pour conclure, on le voit, l'impact de la guerre sur la société, eh bien, sous la Révolution, eh bien, et sur la démographie, cet impact n'est pas plus fort que sous Louis XIV. Donc là, ça permet quand même de dépasser un lieu commun, parce que quand on parle des guerres de la Révolution, on parle toujours de la levée en masse, etc. Mais il ne faut pas se laisser tromper par cette expression, la levée en masse. Alors, c'est un moment particulier, on le voit dans les statistiques de la campagne 1794, c'est vrai qu'il y a un moment où là, le nombre, les effectifs augmentent très fort, mais c'est juste un moment, c'est pas sur l'ensemble des guerres de la Révolution. Donc, il y a un engagement de la nation dans la guerre, et ça n'est pas la Révolution française qui l'a inventé. Ce que la Révolution française a inventé, c'est l'engagement de la nation en tant que corps politique. C'est ça la différence. Ça n'est pas l'engagement de la nation tout court. Parce que, souvenez-vous par exemple, cette affiche de recrutement, eh bien, qui date de 1792, eh bien, pour recruter des soldats, on fait appel un petit peu aux mêmes éléments de motivation auxquels on ajoute quand même une dimension politique. Par ailleurs, n'oublions pas que le paradigme du soldat citoyen, eh bien, il a été formulé par Joseph Servan, mais pas que lui, mais ça c'est un exemple, en 1780, dans un ouvrage donc intitulé Le soldat citoyen. Et puis on l'avait vu à plusieurs reprises, il ne faut jamais oublier que les soldats qui s'engagent dans l'armée d'Ancien Régime, eh bien, ce sont des sujets du roi, alors qui n'ont pas tous les droits de citoyens, effectivement. Et puis d'ailleurs, c'est cette problématique de l'importance de la mobilisation des sujets du roi qui avait été soulevée en 1745 au moment de la bataille de Fontenoy à la suite du poème de Voltaire, mais aussi c'est cette problématique qui a été soulevée après les échecs de la guerre de 7 ans, où on avait reproché au roi, finalement, Louis XV, d'avoir trahi la nation et d'avoir entraîné les soldats vers le sacrifice, de les avoir un petit peu condamnés à mort par son inefficacité politique et militaire. Donc, l'idée que l'armée, elle est l'incarnation de la nation, ça n'est pas la Révolution française qui l'a inventée. En revanche, ce que la Révolution française a inventé, c'est que l'armée est l'incarnation de la nation comme corps politique. Alors, cette vision donc de l'armée comme expression de la nation, elle se prolonge aussi par une autre dimension qui est que eh bien, le plan de guerre qui va se développer sous la Révolution, eh bien, il s'appuie aussi sur des données eh bien, qui ont été construites sous l'Ancien Régime. L'État et aussi le territoire. Alors, l'État et le territoire, eh bien, vraiment, la notion de continuité entre les guerres de l'Ancien Régime et la Révolution française, celui qui l'incarne, c'est Carnot. Carnot, qui en 1784 a publié L'Éloge de Vauban, et dans lequel on trouve un certain nombre de conceptions formulées et qui seront reformulées en 1794 dans le système général des opérations de la campagne prochaine élaborée par Carnot.
Donc, il y a effectivement une continuité, c'est que le système de défense du territoire, le système de fortification, etc., eh bien, va être activé pendant les guerres de la Révolution, et ce système qui est activé pendant les guerres de la Révolution a été élaboré par Vauban. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment une citation remarquable. Vous voyez, sur la page de titre de l'éloge de Vauban de Carnot, il y a cette citation de Fontenelle qui avait fait l'éloge du maréchal de Vauban. Fontenelle, donc sous Louis XIV, il avait écrit, en parlant de Vauban, c'était un Romain qu'il semblait que notre siècle eût dérobé au plus heureux temps de la République. C'est merveilleux, parce que finalement, en gros, ce que Fontenelle dit, c'est que Vauban, il serait une sorte d'émanation de la République. Et c'est quand même remarquable de voir que Carnot dit ça en 1784. Eh bien, en quelque sorte, on peut dire que Carnot, c'est le Vauban de la Révolution. Alors d'ailleurs, Carnot n'est pas le seul. Vous avez un autre personnage qui est le Michaud d'Arçon. Le Michaud d'Arçon, c'est un général du génie et qui est devenu aussi inspecteur des fortifications, etc., sous la Révolution. Eh bien, le Michaud d'Arçon, en 1786, il avait publié des considérations sur l'influence du génie de Vauban dans la balance des forces de l'État. Regardez cette expression, la balance des forces de l'État, c'est une formulation du principe aussi formulé par Carnot, l'économie des forces, qui est un principe, on l'a vu, structurant dans les guerres révolutionnaires. Et donc ça, c'est Vauban qui l'a formulé, ce principe. Et puis par ailleurs, en 1795, donc en l'an 3, le Michaud d'Arçon publie les considérations militaires et politiques sur les fortifications, où il explique comment le système de Vauban a permis finalement, pendant les guerres de la Révolution, à développer un système de guerre offensif en prenant appui sur le réseau des fortifications qui ne servent pas uniquement à défendre le territoire, mais qui peuvent servir de base logistique pour mener des opérations offensives. Vous voyez, il y a donc effectivement une continuité. On peut dire que, eh bien, finalement, le principal inspirateur des guerres de la Révolution française, c'est Vauban. Alors, par ailleurs, il y a aussi, qu'est-ce qui permet cette continuité? C'est qu'il y a aussi un certain nombre de continuités géostratégiques. C'est-à-dire que la France subit une révolution, mais les pays autour de la France, non. Et alors, il y a des données qui sont des données permanentes. Alors, il y a quand même un espace, il y a plusieurs espaces frontaliers qui vont être impactés par la Révolution française, la Belgique, les Provinces-Unies, qui vont devenir la République batave, etc. Mais quand même, au début de la Révolution française, eh bien, la Belgique, c'est pas la Belgique, c'est les Pays-Bas autrichiens. Et ce que vous voyez par exemple sur cette carte, c'est que les données géostratégiques, eh bien, elles sont déterminées par un traité qu'on avait surnommé le traité des barrières, qui avait été donc signé en 1715, et par lequel donc il y avait un accord entre les Provinces-Unies et l'Empire germanique. L'Empire germanique entretenait les garnisons frontalières avec la France, entretenait le dispositif défensif, architectural, etc., entretenait les places fortes. En revanche, les Provinces-Unies participaient à l'entretien des garnisons, c'est-à-dire des soldats. Alors, ce traité des barrières, il est tombé en déchéance dans les années 1780, et c'est ce qui a affaibli le système de défense des Pays-Bas autrichiens, et c'est ce qui a aussi permis la victoire de la France en 1794. Alors, les données géostratégiques, eh bien, elles font que les théâtres d'opération sur lesquels les guerres de la Révolution vont se dérouler, ce sont des théâtres classiques. Il y a des batailles qui se livrent, comme Fleurus, comme Neerwinden, sur des espaces
où eh bien, d'autres batailles s'étaient livrées à l'époque de Louis XIV et dans les guerres intérieures. Autre espace, l'Italie, et puis aussi, bien sûr, la rive droite du Rhin, eh bien, tous ces espaces sont des espaces dans lesquels les armées françaises ont mené de façon continue des guerres depuis l'Ancien Régime. Et finalement, le seul moment où il y a eu une rupture de ces données géostratégiques, c'est pendant la guerre de 7 ans, où là, les armées françaises sont allées faire des guerres lointaines, en Allemagne, en Saxe, etc. Et donc, finalement, les guerres de la Révolution, d'un point de vue strictement géostratégique, elles ont une dimension plus classique que la guerre de 7 ans. Alors, il y a une autre dimension où là, ça c'est parfaitement, totalement évident, c'est la dimension navale. En 1794, la Convention décide que la stratégie navale française se concentrera sur la guerre de course. Cette décision, elle est prise à la suite de l'échec de la bataille de Prairial. Eh bien, la Convention s'exprime à ce moment-là, fait le choix donc de se concentrer sur la guerre de course, selon quasiment le même constat, les mêmes termes, les mêmes formules que ce que Vauban avait constaté sous Louis XIV dans les années 1690, lorsqu'il avait rédigé un mémoire sur la guerre de course, où Vauban avait expliqué à Louis XIV que la France ne pouvait pas rivaliser avec la puissance navale anglaise, et donc que la France ne pouvait pas attaquer sur mer l'Angleterre frontalement, et donc qu'il fallait adopter une stratégie de guerre de course. Eh bien, c'est exactement ce que constate la Convention en 1794. Et donc, la dimension navale, sous la Révolution française, eh bien, là, on s'aperçoit qu'il y a aussi une très forte continuité. Donc, il y a des dimensions géostratégiques qui sont des dimensions continues. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut nier l'impact de la Révolution française sur la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans la façon de mener la guerre? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, la nation comme corps politique. Là, souvenez-vous, ce sont deux tableaux qui représentent eh bien, une même scène, mais dans un climat très différent. Donc, à gauche, vous avez le tableau de Jean-Baptiste Greuze qui montre le départ d'un soldat qui est vraiment condamné par son père et par sa famille, qui désapprouve son engagement militaire, alors qu'à droite, vous avez le départ du volontaire qui, lui, est soutenu, accompagné par sa famille. Alors, on a vu aussi la dimension anthropologique. Que change la Révolution? Donc, je le disais tout à l'heure, sous l'Ancien Régime, les soldats qui font la guerre, ce sont des sujets du roi. Alors, ils n'ont pas des droits de citoyens complets, mais ce sont quand même des sujets du roi. Donc, ils ont un statut civique. Eh bien, sous la Révolution française aussi, mais eh bien, ce phénomène-là va être assumé politiquement. Eh bien, ce qui va changer, c'est que en donnant aux soldats des droits complets de citoyens, ça va changer le statut du soldat, ça va aussi changer son statut civique, et c'est ça qui change. Alors, ce qui change aussi, c'est bien sûr la perception du soldat dans la société, et puis on l'avait même vu, ce qui change aussi, c'est la conception même du citoyen qui est largement influencée par la dimension militaire. Alors, vous voyez cette citation de Barrère qui évoque donc la révolution de la gloire. C'est vrai qu'on a une société qui se construit politiquement
là sur une base différente par rapport à l'Ancien Régime. Alors, cette différence entre l'Ancien Régime et la Révolution, elle se manifeste également, pas seulement donc, sur la dimension du soldat citoyen, aussi dans ce qu'on appelle la constitution militaire. La constitution militaire, alors cette expression elle a été formulée dans les années 70, notamment par le marquis de Baudran de Port-Habert. Alors dans cet ouvrage publié en 77, où il définit ce que c'est qu'une constitution militaire, où il explique que justement il s'agit donc de donner aux armées une bonne constitution, etc., etc. Et donner aux bonnes armées une constitution, en fait, c'est appliquer aux faits militaires une raison militaire. Donc, et ça, c'était aussi une idée que Guibert, le théoricien donc, de la guerre, avait formulée en 1779 dans un ouvrage intitulé La défense du système de guerre moderne, et Guibert avait dit que qu'est-ce qui caractérise finalement l'efficacité de l'action politique, c'est la capacité du système politique à se soumettre aux règles et aux principes de la guerre. Et il dit, à cette époque, qu'est-ce qui incarne l'efficacité politique? C'est Frédéric II, le roi de Prusse, parce qu'il a su créer un système de guerre efficace, parce que le système de guerre de la Prusse était pertinent, correspondait bien aux principes essentiels de la guerre. Et il dit, pourquoi la France a perdu? Eh bien parce que la monarchie française n'a pas su se soumettre aux principes de la guerre. Alors, effectivement, c'est ce que la Révolution française, finalement, va autoriser, va permettre. Que fait la Révolution française? Elle crée un système politique nouveau. Eh bien, ce système politique va permettre de mettre en œuvre une sorte de rationalité militaire. Et c'est ce qu'on voit très bien, par exemple, dans la publication qui est évoquée là, sur la partie droite de la diapositive, l'encyclopédie méthodique que nous avions évoquée notamment à partir des volumes consacrés à l'art militaire, mais en 1792, l'encyclopédie méthodique publie un recueil classé par ordre alphabétique, et donc thématique, des lois qui ont été débattues à l'Assemblée nationale constituante. Et on voit dans ce volume qu'il y a de nombreuses lois qui sont consacrées à la question militaire. Or, quand on regarde les débats qui sont menés à l'Assemblée nationale constituante sur l'organisation de l'armée, sur la définition des objectifs stratégiques, etc., eh bien, on a vraiment l'impression de lire des traités d'art militaire. Il y a vraiment une précision de la pensée militaire qui est remarquable, et surtout, on voit que bien souvent, le critère qui est invoqué et qui semble triompher, c'est que le but des réformes qui sont proposées, c'est bien d'appliquer une rationalité militaire, un principe d'efficacité. Et donc, c'est ça que la Révolution française va faire, c'est appliquer une sorte de raison militaire qui est devenue, on va le voir tout à l'heure, on va y revenir, un fait politique. Donc ça, c'est la Révolution française. Ce que apporte aussi la Révolution française à la question militaire, on l'a vu la dernière fois dans l'étude de la guerre de Vendée, effectivement, c'est une dimension nouvelle dans la façon de considérer la guerre civile. Je rappelle donc le rapport de Barère présenté à la Convention lors du décret sur la Vendée le 1er août 1993, et Barère rappelle la comparaison avec le Palatinat.
Donc il fait la comparaison entre les guerres de la Révolution et celles de Louis XIV. Et donc il y a cet élément de continuité, mais ce qu'il montre, et ce que nous avons étudié quand nous avons étudié la guerre de Vendée, c'est qu'il y a une rupture, c'est que la forme de la guerre, et en particulier, on l'a vu, la dimension de la violence, eh bien, c'est un fait politique, c'est un sujet politique. Alors, ça ne veut pas dire que sous la monarchie, sous l'Ancien Régime, toutes les guerres qui avaient un caractère de guerre civile n'avaient pas une dimension politique, bien sûr que oui, mais là, la guerre, ça a une dimension structurante qui structure la vie publique, qui structure la vie politique et qui fait que, justement, eh bien, tout ça est mis en débat à la Convention, alors que sous l'Ancien Régime, lorsqu'il y a une guerre à caractère civil, alors que ce soit la guerre des Camisards sous Louis XIV, et puis bien sûr les insurrections populaires au XVIIe siècle, etc., eh bien en fait, il y a aussi une dimension politique, mais c'est la souveraineté du roi qui est mise en péril et qui justifie pour le roi l'utilisation de la force publique selon sa propre volonté, parce que la guerre civile met en péril la souveraineté du roi. Et donc le roi, il est aussi donc souverain pour réprimer la guerre civile. Or, pendant la guerre de Vendée, c'est que, alors, il y a aussi cet affrontement de revendication de la souveraineté entre les insurgés vendéens et les armées de la République, mais cette dimension de la guerre, les formes de la guerre, elles sont mises en débat. Elles ne sont pas présentées comme une pure expression d'une autorité souveraine. C'est un débat qui est posé. Et donc ça aussi, c'est la conséquence de la Révolution française, c'est que la guerre devient pleinement, y compris dans ses formes, un fait politique. Alors pour conclure cette partie donc sur la révolution militaire, donc je rappellerai que nous avons étudié les origines militaires de la Révolution française, c'est-à-dire que le fait militaire, la question de la place de l'armée dans la société, la façon de mener la guerre, etc., eh bien tout ça fait partie des causes qui ont provoqué la Révolution française et fait partie aussi donc des débats qui sont très rapidement pris en compte par l'Assemblée nationale. Mais par ailleurs, eh bien, il s'agissait aussi de montrer que finalement, dans les réformes militaires qui ont été réalisées par la Révolution française, il y avait l'accomplissement d'un certain nombre de projets de réformes qui n'avaient pas pu aboutir sous l'Ancien Régime. Je dirais, pour résumer et pour reprendre une formule publicitaire, en ce qui concerne l'évolution et la transformation du fait militaire, eh bien, la monarchie l'a rêvé, la Révolution l'a fait. C'est-à-dire que l'armée était organisée, était dirigée par des principes tels que, par exemple, le principe de la méritocratie, eh bien, elle était aussi dirigée par des principes de rationalité militaire, eh bien, ces principes-là, un certain nombre d'entre eux étaient contradictoires avec les normes sociales, morales même, de l'Ancien Régime. Pour rappeler un facteur important qui a été longuement et abondamment débattu, il y a la question de savoir, par exemple, comment organiser le système de promotion des officiers. Eh bien, la raison militaire invite à considérer la promotion des officiers indépendamment des facteurs sociaux. Or, on l'a vu, les normes
de la société d'Ancien Régime, qui est une société d'ordre, était contradictoire avec la rationalité militaire. Eh bien, cette tension, elle s'est manifestée à de nombreuses reprises. Il y avait une volonté de réformer le système de promotion, mais cette volonté n'a jamais pu aboutir totalement sous la monarchie parce que justement les normes de la raison militaire étaient incompatibles avec les principes sociaux d'une société d'ordre. Donc, cette dimension-là, elle a pu être dépassée par la Révolution française qui a aboli les privilèges et qui a appliqué au système de promotion dans l'armée les règles, les principes de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, on le voit, de ce point de vue-là, effectivement, il y avait une volonté de réforme qui s'est manifestée, qui a parcouru toute l'histoire militaire de l'Ancien Régime, mais qui n'a jamais pu aboutir et que la Révolution française a pu faire aboutir finalement. De continuité entre les guerres de la Révolution et les guerres de l'Ancien Régime, mais il y a aussi des éléments de rupture. Et ces éléments de rupture, et ces éléments de continuité, ils s'articulent dans la relation, à travers la relation dialectique entre guerre et politique. Alors, cette relation dialectique, bon, pour faire un petit peu œuvre pédagogique, on va d'abord l'étudier dans les deux sens. Alors d'abord, comment la politique exerce un impact sur la guerre, et ensuite comment la guerre exerce un impact sur la politique, et ensuite nous verrons comment tout ça se synthétise et se combine dans le fait que la guerre s'affirme comme un fait politique. Alors, l'impact de la politique sur la guerre, il est particulièrement mis en évidence au moment de la guerre de 7 ans. Au moment de la guerre de 7 ans, on en avait parlé, j'avais même étudié en détail la dimension politique de la guerre de 7 ans, suggérée par exemple par cet extrait d'une chanson qui a été donc collectée dans le fonds Maurepas, qui a été ensuite édité au XIXe siècle par Émile Rognier. Donc, voyez cette chanson, cet extrait, versons pour la reine de Hongrie tout notre sang, donnons-lui pour la Silésie tout notre argent, elle a su plaire à Pompadour. Et donc, vous avez des chansons qui dénoncent l'influence de Madame de Pompadour sur la conduite de la guerre, d'autres qui condamnent l'influence excessive de Louis XV, et d'ailleurs, souvenez-vous, on l'avait vu en cours, Louis XV, lorsqu'il parle du renversement d'alliance, il dit « c'est mon œuvre et je la crois bonne ». Et donc, ce qui se passe pendant la guerre de 7 ans, c'est une sorte d'affirmation, d'une soumission de la guerre à la politique. On reproche au roi d'avoir mené cette guerre en fonction de ses propres intérêts, en fonction des intérêts défendus par Madame de Pompadour, en fonction aussi des intérêts des favoris de Madame de Pompadour, notamment le prince de Soubise qui est vaincu à la bataille de Rosbach. Bref, la guerre de 7 ans apparaît politiquement comme l'expression de la tyrannie de Louis XV qui aurait trahi les intérêts de la nation. Alors d'ailleurs, cette idée, elle était aussi apparue sous le règne de Louis XIV. Fénelon, en 1694, il avait écrit une lettre à Louis XIV pour lui reprocher finalement bien de soumettre la nation à sa volonté, à son ambition démesurée, à ses passions frivoles, à sa quête de gloire, et de contrarier et voire de contredire
les intérêts de la nation par ses propres intérêts. Donc, la dimension de la guerre soumise à la politique, et notamment à l'autorité du roi et à l'autorité arbitraire du roi, c'est un lieu commun sous l'Ancien Régime. Alors, sous la Révolution française, il y a un certain nombre d'éléments qui, bien sûr, prolongent cette dimension. Alors, vous voyez ce portrait d'un représentant en mission. Le représentant en mission, sous la Révolution, il incarne la continuation de la politique. C'est lui qui, les représentants en mission qui sont envoyés auprès des armées, c'est eux qui incarnent l'impact de la politique sur la guerre. Et puis, les représentants en mission, ils représentent la Convention, et la Convention, ne l'oublions pas, elle se manifeste d'une autre façon, elle a d'autres types de représentants. Il n'y a pas que les représentants en mission, il y a aussi le comité de salut public, qu'on qualifie de représentant de la Convention. Or, le comité de salut public qui gère la guerre sur le plan opérationnel, et en particulier donc Carnot, eh bien, le comité de salut public, il exerce un contrôle centralisé sur la guerre qui est très fort. Souvenez-vous, le système des opérations donc, de Carnot, c'est Carnot qui planifie les opérations, et en particulier, là, il y a un élément très intéressant de continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution, c'est que comment Carnot fait-il pour contrôler, maîtriser les opérations alors qu'il est à Paris? Comment est-ce qu'il peut contrôler les opérations depuis Paris? Eh bien, il le fait grâce à des renseignements topographiques, géographiques, qui lui sont fournis par des ingénieurs géographes, par des cartes, par des mémoires, qui sont conservés au dépôt de la guerre. Et souvenez-vous, qui a créé le dépôt de la guerre? Le dépôt de la guerre, c'est Louvois qui l'a créé en 1688. Le dépôt de la guerre, donc c'est les archives du secrétaire d'État de la guerre, et d'abord sa correspondance, mais ensuite qui sont complétées par des données, ce qu'on appelle des mémoires et des reconnaissances. Ce sont des données qui sont transmises au secrétaire d'État de la guerre, des données sur la description topographique des espaces dans lesquels la guerre est menée, mais aussi voir des données qui sont des analyses stratégiques de la situation militaire, des Flandres, de l'Allemagne, etc. Bref, tout ça est réalisé en partie par des ingénieurs géographes. Or, il y a un phénomène là qui est tout à fait remarquable, c'est que dès 1793, eh bien, le cabinet topographique, c'est une émanation du dépôt de la guerre. Eh bien, un cabinet topographique est rattaché au comité de salut public. Ça veut dire concrètement que Carnot, il a un conseil, en gros, il est entouré de conseillers topographes, de géographes, qui lui fournissent les données dont on dispose au dépôt de la guerre, les données cartographiques, etc., etc. Eh bien, c'est grâce à cet instrument que Carnot peut diriger les opérations. Eh bien, c'est exactement ce que faisaient Louis XIV et Louvois. C'est ce qu'on appelle la guerre de cabinet sous Louis XIV. Louis XIV pouvait diriger les opérations depuis Versailles, eh bien parce qu'il disposait d'un matériau topographique. C'est exactement la même chose pour le comité de salut public. Donc il y a ce cabinet topographique, alors qui est le nom que l'on donne en fait donc au dépôt de la guerre en 1793. Eh bien, ce cabinet topographique, ça incarne la centralisation de la pratique de la guerre. Et donc là, c'est vraiment une forme de soumission de la guerre à la politique.
Alors, la soumission de la guerre à la politique, elle prend aussi, bien sûr, une dimension civique. La définition du soldat, le statut social du soldat, le statut politique, le statut civique du soldat, il a un impact sur la façon de mener la guerre. Alors là, vous avez cette image qui représente le soldat sous l'Ancien Régime. Alors, cette gravure n'est pas exactement datée, mais bon, elle représente l'archétype du soldat en gros au moment de la guerre de 7 ans. Et là, vous voyez un soldat qui est présenté de façon assez péjorative et d'ailleurs aussi ironique. Mon nom de guerre est la tulipe, c'est un nom typique de soldat. Je suis, comme on voit, beau garçon. Or, exactement, c'est pas tout à fait ce qu'on voit sur la gravure. Donc, ça montre là qu'on est dans le régime de l'ironie, voire de la satire. Et finalement, voyez la conclusion de cette légende. Si j'ai le gousset bien rempli des maux que nous cause la guerre, avec mes amis et plein verre, je suis sûr de boire l'oubli. Donc, cette gravure, finalement, elle illustre, elle résume très bien le statut du soldat dans la société d'Ancien Régime. C'est un personnage qui n'est pas très digne, en l'occurrence, il n'est pas très beau, et puis, surtout, c'est un personnage qui subit la guerre. Eh bien, c'est exactement l'inverse de ce que Barrère va démontrer dans son discours de la Convention lorsqu'il parle de la révolution de la gloire. Et sous la Révolution française, la valorisation militaire, mais aussi la valorisation civique du soldat, eh bien, elle a un impact sur la guerre. Alors, cet impact, on l'a vu, il est difficile à évaluer. Est-ce que, par exemple, la valorisation du soldat et la révolution de la gloire, ça change les façons de se battre? Est-ce que un soldat valorisé, est-ce que le soldat citoyen de la Révolution française, est-ce que quand il tire avec un fusil, il vise mieux que le soldat esclave de la monarchie? Bon, donc sur les pratiques du combat, c'est difficile à déduire que la motivation a un impact direct. C'est, on l'avait évoqué, c'est ce qu'étudie l'historien américain John Lynn dans son livre Bayonet of the Republic, où il explique finalement que la motivation du combat est peu impactée par la dimension politique. En revanche, dit-il, il y a une dimension de la motivation qui est fortement impactée par la politique, c'est ce que John Lynn appelle la sustaining motivation. Alors, la sustaining motivation, c'est difficile de traduire en français. En gros, disons, c'est la motivation d'endurance, de persévérance. Qu'est-ce qui fait que le soldat reste à l'armée? Qu'est-ce qui fait qu'il accepte de souffrir? Qu'est-ce qui fait qu'il accepte de marcher? Vous voyez, ça c'est une dimension importante, par exemple. Beaucoup de commentateurs militaires de cette époque disent quelle est la principale activité du soldat? Ça n'est pas le combat. La principale activité du soldat, c'est marcher. Alors, sous les guerres d'Ancien Régime, la moyenne, c'est qu'un soldat marche, en gros, dans une campagne, 20 à 25 km par jour. Or, sous les guerres de la Révolution, la mobilité se développe considérablement, et d'ailleurs, c'est ce qui va beaucoup alimenter le système de guerre que Napoléon va mettre en place. Eh bien, sous Napoléon, les soldats peuvent marcher 40 km par jour, voire dans les situations de ce qu'on appelle la marche forcée, ils peuvent aller jusqu'à 50 km par jour. Eh bien, comment surmonter la fatigue de la marche, la fatigue aussi provoquée par le contexte de la guerre, par la famine, par le froid, la chaleur, etc. C'est ça
que John Ling appelle la sustaining motivation, c'est ce qui fait que les soldats surmontent tous les traumatismes de la guerre. Et une fois de plus, je le redis, les traumatismes de la guerre, ça n'est pas que le combat, c'est au contraire le traumatisme de la vie quotidienne qui est difficile à surmonter. Eh bien là, la motivation politique, elle est déterminante. On n'a pas les mêmes taux de désertion dans les armées révolutionnaires. Il y a aussi, bien sûr, le taux de mobilisation, le volontariat, etc. Eh bien, il y a effectivement un impact politique sur la motivation des soldats qui s'engagent dans la guerre et puis qui surmontent les traumatismes de la guerre beaucoup plus que ne le faisaient, beaucoup mieux que ne le faisaient les soldats dans l'armée d'Ancien Régime. Donc voilà cette dimension qui montre comment la politique peut impacter la guerre. On l'a vu à deux niveaux, au niveau du commandement et au niveau du soldat. Maintenant, voyons comment la guerre peut impacter la politique. La guerre peut impacter la politique, eh bien, c'est le constat que fait Robespierre dans son discours du 8 Thermidor. Alors, ce passage qu'on a déjà évoqué, mais là sur lequel on va revenir, parce que le constat fait par Robespierre est vraiment intéressant. Bon, il dit « On vous parle beaucoup de vos victoires avec une légèreté académique qui ferait croire qu'elles n'ont coûté à nos héros ni sang ni travaux. » Alors, quand il parle de la légèreté académique, il fait bien sûr référence au discours de Barère. À la Convention, c'est Barère qui raconte les batailles, etc. Racontée avec moins de pompe, elle paraîtrait plus grande. Ce n'est ni par des phrases de rhéteur, alors le rhéteur en l'occurrence c'est Barère, ni même par des exploits guerriers que nous subjuguerons l'Europe, mais par la sagesse de nos lois, par la majesté de nos délibérations, par la grandeur de nos caractères. Qu'a-t-on fait pour tourner nos succès militaires au profit de nos principes, pour prévenir les dangers de la victoire ou pour en assurer les fruits? Surveiller la victoire, surveiller la Belgique. Et donc, en gros, que dit Robespierre? Il dit « La guerre, c'est la continuation de la politique. La guerre ne doit servir qu'à développer, renforcer les principes de la République. Qu'a-t-on fait pour tourner nos succès militaires au profit de nos principes? Les succès militaires doivent servir les principes de la République. Et donc, il formule dans cette expression que je trouve très suggestive, surveiller la victoire. Qu'est-ce qui dérange Robespierre? Surveiller la victoire. Eh bien, il y a eu en particulier la victoire de Fleurus, et il ne faut pas oublier que le système du gouvernement révolutionnaire, il est justifié, donc c'est le système institutionnel qui a été mis en place. Le système du gouvernement révolutionnaire, il est justifié par le fait que la patrie est en danger et que la guerre fait peser sur la République une menace vitale. Or, eh bien, au cours de l'été 1794, eh bien, la fin du printemps et le début de l'été, la République remporte des succès et donc la question posée par Robespierre, implicitement, c'est est-ce que les succès militaires vont permettre, vont même obliger à mettre fin au système du gouvernement révolutionnaire, et est-ce que, au contraire, si on ne tient pas compte des succès militaires et qu'on laisse s'engager la dynamique de la victoire, c'est la question posée par Robespierre, est-ce que finalement la dynamique militaire qui est en train de se mettre en place ne va pas impacter l'évolution de la République? C'est ce qu'il dit ensuite, songez à la fin de la campagne, craignez les factions intérieures, craignez les intrigues favorisées par l'éloignement dans une terre étrangère. On a semé la division parmi les généraux, l'aristocratie militaire est protégée, les généraux fidèles sont persécutés, l'administration militaire s'enveloppe d'une autorité suspecte,
on a violé vos décrets pour secouer le joug d'une surveillance nécessaire, ces vérités valent bien des épigrammes. Donc, ce que dit Robespierre, c'est que finalement, la logique militaire fait que eh bien, le général qui est héroïsé, qui est valorisé, eh bien, c'est le général victorieux. On valorise un général parce qu'il a gagné des batailles et il a remporté des campagnes. Alors que, dit-il, il faut tenir compte du fait qu'il y a aussi un autre critère, c'est le critère des généraux fidèle. Qu'est-ce que c'est qu'un général fidèle? Qu'est-ce qui doit faire la valeur d'un général? Eh bien, c'est sa fidélité à la République. Et donc, dit-il, ce qu'il suggère, c'est que la guerre, elle a tendance à imposer ses propres normes à la politique et que finalement, ce qui est en train de se passer, et là, c'est Carnot qui est visé, c'est que justement, eh bien, Carnot, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'adapter le système politique et institutionnel aux impératifs de la guerre. En gros, d'une certaine façon, Carnot serait en train de faire ce que Guibert avait préconisé en 1779, où Guibert avait dit « le système politique doit s'adapter aux impératifs des principes de la guerre ». En gros, c'est ce que Robespierre reproche à Carnot d'être en train de faire, et même au-delà de Carnot, c'est ce qu'il reproche à la République d'être en train de faire, et ça c'est un élément important de son discours du 8 Thermidor, qui va ensuite provoquer sa chute. Alors, cette dimension de l'impact de la guerre sur la politique, eh bien, on l'a vu aussi dans les périodes antérieures. Que s'est-il passé dans les suites de la guerre de 7 ans et même pendant la guerre de 7 ans? La guerre de 7 ans, elle a imposé à la monarchie française un certain nombre de normes nouvelles. Jusqu'à présent, c'est vrai que, alors si on prend par exemple la guerre de succession d'Autriche, 1740-1748, donc qui a précédé la guerre de 7 ans. La guerre de succession d'Autriche, d'une certaine façon, elle a une forte dimension de continuation de la politique. En gros, quand on faisait la guerre de succession d'Autriche, le but, c'était pas, et c'est la façon dont la France faisait la guerre, le but, notamment lorsque la France a envahi les Pays-Bas autrichiens, puis les Provinces-Unies, la campagne donc des Flandres en 1747, le but n'était pas d'envahir et n'était pas de conquérir ces territoires. Le but, c'était de remporter une victoire et ensuite de tirer un bénéfice politique, diplomatique de cette victoire. À quoi sert une victoire remportée sur un champ de bataille, dans une campagne ou dans un siège? Eh bien, ça sert ensuite d'argument favorable pour négocier le traité de paix à l'issue de la guerre. Donc la bataille, et plus généralement les pratiques de guerre, le but c'est remporter un avantage politique. Ça n'est pas rechercher dans la bataille un avantage décisif. La bataille n'est pas faite pour être décisive, alors que sous Napoléon, c'est l'inverse. Napoléon remportera des guerres par des batailles décisives. Alors, sous la Révolution française, la dimension, elle est différente. Alors, on l'a vu, il n'y a pas non plus de bataille décisive, mais s'il n'y a pas de bataille décisive, ça n'est pas pour les mêmes raisons que dans les guerres de la monarchie à l'époque donc de la guerre de succession d'Autriche. S'il n'y a pas de bataille décisive, c'est parce que, on l'a vu, le système de guerre mis en place par Carnot, c'est plus un système qui articule la guerre et la politique, prendre appui sur le fait qu'il y a dans les Provinces-Unies
en Hollande, en Belgique, etc., eh bien, des partisans de la Révolution française, des partisans de la République. C'est aussi le fait de mener la guerre à une échelle qui est l'échelle de la campagne, qui est l'échelle opératique, et donc le but n'est pas, enfin le but, Carnot dit qu'il faudrait remporter une bataille décisive, mais concrètement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la guerre, on le voit, à ces moments-là, elle impose ses logiques propres. Elle impose ses logiques propres. Quand Carnot dit qu'il faut remporter une bataille décisive, en fait, eh bien, la guerre impose ses normes et on le voit, les armées de la Révolution ne mènent pas de bataille décisive. Donc, la guerre impose ses normes, on l'a vu sous l'Ancien Régime, on le voit bien sûr aussi sous l'Ancien Régime pendant la guerre de 7 ans. Pendant la guerre de 7 ans, eh bien, qu'est-ce qui fait l'échec de la France? C'est que finalement, eh bien, là, il y a faire la guerre loin, alors que ce soit dans les espaces coloniaux ou que ce soit dans les territoires allemands éloignés de la frontière française, eh bien, quand on mène une guerre dans ce contexte-là, eh bien, il y a des normes spécifiques auxquelles l'armée française n'était pas adaptée. Et finalement, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre de 7 ans? Eh bien, pendant la guerre de 7 ans, la guerre impose ses normes et va plonger la monarchie française quand même dans une situation de tension, voire de crise. Dans les années 1760, eh bien, une des thématiques politiques majeures, c'est, alors, il y a bien sûr la question de la fiscalité. Alors, la fiscalité, il ne faut pas l'oublier, la fiscalité, c'est une des conséquences de la guerre. Donc, c'est ce qui est mis beaucoup en débat dans les années 1760, notamment autour de ce qu'on appelle l'impôt du 20e. L'impôt du 20e, alors, cet impôt, il a pour but de rembourser, de pouvoir rembourser les dettes qui ont été contractées pendant la guerre. Donc ça c'est la première dimension politique majeure. La deuxième dimension, eh bien, c'est les réformes de l'armée, les réformes menées par Choiseul en particulier. Et Choiseul, il est vraiment l'incarnation d'une certaine logique politique. Et il est aussi, bien sûr, l'incarnation des réformes militaires qui sont menées dans les années 60. Et donc, en fait, le système politique de la monarchie française dans les années 60, et puis même les prolongements qu'on voit par la suite, eh bien, est fortement impacté par la guerre, et la réforme militaire, les réformes militaires par exemple, quand on parle des réformes menées par Louis XVI dans la période 1774-1776, on parle beaucoup des réformes proposées par Turgot. Bon, c'est vrai qu'un certain nombre de ces réformes provoquent des insurrections. Par exemple, la fameuse guerre des Farines en 1775, bon, qui est une insurrection, une séquence insurrectionnelle qui est liée en partie à la libéralisation du marché du blé, du grain. Mais il ne faut pas oublier que dans cette séquence de réformes 1774-1776, il y a les réformes menées par Saint-Germain, notamment en 1775. Et cette dimension-là, ça n'est pas rien, elle n'est pas neutre. Et donc, la réforme, on l'a vu, réformer l'armée, réformer la façon de faire la guerre, etc., eh bien, c'est devenu, après la guerre de 7 ans, un véritable sujet politique. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut en effet considérer la guerre comme un fait politique. Alors, la guerre, ça n'est pas qu'un fait politique, mais il faut voir comment la guerre
devient un fait politique. Maintenant, elle n'est pas que ça. La guerre, c'est quand même aussi un fait militaire. Il y a des opérations, des batailles, des campagnes, des sièges, qui, nous l'avons vu, ne sont pas que de la continuation de la politique. Elles ont leur logique propre aussi. Mais comment cette logique propre, ces logiques propres de la guerre, se traduisent-elles politiquement? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, vous voyez cette illustration, nous l'avions vue, c'est les décorations du café militaire qui avait été créé à Paris en 1762 et qui sont aujourd'hui conservés au musée Carnavalet à Paris. Et donc, ce café militaire, c'est une des modalités de la publicisation de la guerre. Qu'est-ce que c'est que la publicisation de la guerre? C'est comment la guerre entre dans la sphère publique, entre dans l'espace public. Comment la guerre devient un sujet de débat, un sujet de controverse. On l'a étudié notamment lorsque nous avons abordé la pensée militaire. La pensée militaire, elle repose beaucoup sur la dimension de la controverse. C'est d'ailleurs ce que dit le comte de Ségur dans ses mémoires, où il évoque les débats qui ont lieu dans la sphère militaire, en particulier la querelle des ordres entre ordre mince et ordre profond, la controverse entre Guibert et Ménildurand, entre autres, ils ne sont pas les seuls à s'opposer sur ce sujet. Et voilà ce qu'en dit donc le comte de Ségur dans ses mémoires. Tous ces différents systèmes accueillis par leur nouveauté devinrent l'objet d'une grande curiosité et même de querelles assez vives. Il n'était rien qui ne fût remis en question, et c'était par cette agitation en tout genre qu'on préludait aux terribles mouvements qui ébranlèrent et ébranlèrent encore tout le monde entier. Donc, ce que dit le comte de Ségur, c'est que les querelles, les controverses militaires sont entrées dans le domaine des querelles et des controverses publiques, et que c'est l'ensemble de ces controverses qui a provoqué la Révolution française. Alors ça, c'est une théorie qui a été évoquée par de nombreux historiens et philosophes, en particulier le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui a étudié la naissance de ce qu'il appelle l'espace public. Qu'est-ce que c'est l'espace public? C'est la constitution de la sphère publique. La sphère publique, c'est l'ensemble de ceux qui lisent et l'ensemble de ceux qui débattent. C'est la constitution de la sphère publique en une réalité sociale et qui devient politique. Il y a une traduction concrète de l'espace public. Et cette traduction concrète de l'espace public devient un facteur d'émergence de la Révolution française, puisque finalement, l'espace public alimenté par la littérature, alimenté par les débats sur le fait militaire et bien sûr beaucoup d'autres sujets, donne naissance au principe qu'il existe une souveraineté du public. C'est ce que d'ailleurs Malesherbes, dans son mémoire sur la librairie publié en 1759, appelait le tribunal de l'opinion. Quand il y a des divergences d'opinion, quand il y a des écrivains qui s'opposent, quand il y a des théoriciens sur la guerre, Guibert, Ménildurand, qui s'opposent, qui finit par trancher cette controverse? C'est le public. C'est le public qui donne raison, et en particulier, c'est le public qui donne raison à Guibert, parce que Guibert devient vraiment la référence majeure de la pensée militaire, au point d'ailleurs que, alors qu'il n'est que colonel, c'est pas, alors bon, c'est un grade élevé, mais c'est pas le grade le plus élevé, il va être nommé dans la commission militaire en 1787
qui a pour but de préparer les réformes militaires, et il va devenir ensuite général de brigade. Et donc c'est sa réputation littéraire, c'est sa réputation en tant que penseur qui va alimenter sa carrière militaire et aussi sa carrière qui va devenir même une carrière politique. Donc, qu'est-ce qui fait que Guibert est reconnu comme une référence dont la monarchie ne peut pas se passer parce qu'il est devenu le penseur de référence? Eh bien, en fait, c'est le public. C'est le succès littéraire de Guibert. En gros, lorsque Louis XVI décide de nommer Guibert dans cette commission militaire, eh bien, Guibert reconnaît Louis XVI reconnaît l'importance du jugement du public. Le public qui a tranché et qui a accordé à Guibert une gloire littéraire, une renommée littéraire, eh bien, ce pouvoir du public a été relayé par le roi. Donc, il y a effectivement, on voit que la chose militaire sous la monarchie alimente un espace public. Alors, alimente un espace public, mais malgré tout, justement, il reste quand même le fait que le tribunal de l'opinion, pour reprendre l'expression de Malesherbes, ne s'exprime pas politiquement directement. C'est-à-dire que Guibert, c'est le roi qui le nomme, c'est pas le public qui le nomme directement. Et donc, que va faire la Révolution française? Eh bien, elle va créer un système politique où le tribunal de l'opinion va être institutionnalisé. Le tribunal de l'opinion, eh bien, ça va devenir l'Assemblée nationale. Et donc, avec la Révolution française, effectivement, l'espace public où le fait militaire est débattu et pris en compte par la société, eh bien, cet espace public devient institutionnalisé et il s'incarne dans les assemblées, en particulier la Convention. Souvenez-vous de Barère. Barère, c'est un personnage essentiel de la transformation du fait militaire en fait politique. Les discours qu'il fait devant la Convention, quand il raconte donc des batailles, quand il fait des rapports pour défendre des décrets portant sur le fait militaire, eh bien, Barère présente une version politique de la guerre. Alors, comme je l'avais déjà dit, pendant longtemps, si vous voulez, la posture des historiens et des commentateurs se limitait à dire Barère il a tort ou Barère il a raison. Barère c'est un menteur ou Barère il exprime l'essence politique de la Révolution française. Et donc, pendant longtemps, si vous voulez, les historiens ont eu à l'égard des discours de Barère une posture assez naïve. Soit ils le considéraient comme celui qui exprimait l'essence de la guerre, soit ils le considéraient comme un menteur. Alors, en fait, il n'est ni l'un ni l'autre. Alors, il peut mentir et il peut dire des choses vraies, ça c'est évident. Maintenant, ce qui compte, c'est que Barère, il produit des discours qui n'ont de sens que dans le contexte dans lequel ils sont produits, c'est-à-dire à la Convention. Et donc, Barère, c'est celui qui transforme le fait militaire en fait politique. Et donc, on l'a vu aussi pour la Vendée, la question de la violence, etc., devient un fait politique. Donc, la guerre n'est pas directement, par essence, quelque chose forcément de politique. Alors, elle peut l'être, mais elle ne l'est pas exclusivement. La guerre devient un fait politique lorsque elle se publicise, c'est-à-dire lorsqu'elle entre dans des institutions politiques, lorsqu'elle entre dans la sphère sociale par les débats, par des formes de sociabilité, et aussi lorsqu'elle se publicise par des formes littéraires.
quand on l'a vu avec la pensée militaire, lorsque Guibert et Ménilmontant s'opposent sur la question de l'opposition entre ordre mince et ordre profond, eh bien, ils finissent par construire la guerre comme un phénomène militaire. Lorsque Guibert formule son opposition à Ménilmontant, il s'oppose à l'œuvre écrite par Ménilmontant et Ménilmontant répond à l'œuvre écrite par Guibert. Et donc, il y a une dynamique propre à la sphère littéraire, et la sphère littéraire, c'est la transformation de la guerre en chose publique. Et puis, il y a un phénomène qui est simple, c'est que savent les Français de la guerre? Alors, ce qu'ils savent de la guerre, quand une famille a un fils, un frère, un cousin, un oncle qui fait la guerre et qui reçoit parfois des lettres, etc., etc. Bon, ça, c'est une implication qui peut être assez directe de la famille dans la guerre. Mais, par ailleurs, ce qu'elle sait, cette famille de la guerre, à part ce que lui dit le frère, le fils, le cousin, l'oncle qui est à la guerre, qu'est-ce qu'elle sait de la guerre? Eh bien, ce qu'elle sait de la guerre, c'est ce qu'elle peut lire dans la presse, c'est ce qu'elle peut entendre dans les débats publics, etc. Eh bien, tout ça n'est pas le reflet neutre de la guerre. C'est une traduction de la guerre dans la sphère publique. Et donc, ça n'est pas le reflet neutre de la réalité. C'est une vraie traduction, c'est une transposition de la guerre dans le fait politique. Et ça, c'est une dimension qui n'a pas été suffisamment étudiée par les historiens. Et quand on dit que la guerre, c'est la continuation de la politique, eh bien, on le voit, les choses sont plus complexes. La relation entre la guerre et la politique, c'est une relation dialectique. J'en reviens donc, pour conclure cette conclusion, donc à cette sculpture du Panthéon, et qu'on peut interpréter justement comme une façon de suggérer cette relation dialectique sur qu'est-ce qui fonde la République, incarnée dans cette sculpture par Marianne. Eh bien, c'est le fait de prendre appui sur ces deux dimensions, la dimension politique incarnée par les députés de la Convention et la dimension militaire incarnée par les soldats de l'an 2. Et cette double dimension, eh bien, elle crée une interaction. Alors, cette sculpture, elle a été réalisée en 1920 par François Sicard. Alors, bien sûr, c'est une interprétation rétrospective. Alors, quoi qu'il en soit, je crois effectivement qu'on peut l'interpréter comme, même si c'est probablement pas l'intention du sculpteur François Sicard, en tout cas on peut l'interpréter comme une incitation à considérer la relation entre guerre et politique comme une relation dialectique. La guerre, ça n'est pas seulement la continuation de la politique. C'est la continuation de la politique, bien évidemment, on l'a vu, il y a un impact de la politique sur la guerre, mais elle n'est pas réductible à cette dimension. Il y a aussi des logiques propres à la guerre, et les logiques propres de la guerre, elles peuvent agir sur la politique par le biais, justement, de ce qu'on vient de voir, par le biais de la transcription dans le champ politique de la dimension militaire. Donc voilà, la relation entre guerre et politique, c'est une relation plus complexe que ce que suggère Clausewitz dans sa formule, et aussi de ce que ont suggéré beaucoup d'historiens, notamment ceux qui se sont investis dans le concept de guerre totale. Le concept de guerre totale, c'est plaquer sur la guerre une conception politique de la révolution. Ça vaut aussi, on l'a vu, pour le concept de génocide. Or, les choses, on l'a vu, sont plus compliquées que ça.
la politique a un impact sur la guerre a un impact sur la politique, et tout ça crée une relation, alimente une relation dialectique. D'où l'enjeu qui consiste à comprendre la guerre. Comprendre la guerre, c'est ce qui est suggéré dans ce tableau que j'aime beaucoup, qui a été peint au XVIe siècle par un peintre flamand qui s'appelle Anton Claessens et qui s'intitule Mars, entouré des arts et des sciences, vainc l'ignorance. Donc, alors Mars, c'est le personnage là, central du tableau qui incarne la guerre, et il tient sous son pied un personnage qui incarne l'ignorance. Et Mars, vous le voyez, il est entouré des arts, alors à droite la musique en particulier, et des sciences à gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'une des sciences suggérées, c'est la géographie. Et on l'a vu avec le cabinet topographique dans le comité de salut public, le dépôt de la guerre, etc. La géographie joue un rôle important dans la pensée de la guerre. Bref, ce que suggère donc ce tableau, c'est que donc, Mars arrive à surmonter, par le soutien des arts et des sciences, arrive à surmonter l'ignorance. Et donc, effectivement, il faut comprendre la guerre. C'est un enjeu majeur, et c'est un enjeu d'ailleurs qui a été évoqué par Voltaire. Voltaire, dans un poème qui s'intitule La tactique, un poème que Voltaire a rédigé en 1773. Dans ce poème, Voltaire raconte, alors c'est une scène totalement fictive, qu'il a totalement inventée, il raconte qu'un jour il va chez son libraire et que son libraire lui dit « Ah, j'ai un livre », je vous le dis en substance, je ne cite pas Voltaire mot pour mot, son libraire lui dit « Ah, j'ai un merveilleux livre à vous proposer, c'est l'essai général de tactique de Guibert ». Et Voltaire est surpris, donc il prend le livre, il rentre chez lui et il le lit. Et il raconte qu'il est séduit par la qualité intellectuelle, philosophique et littéraire de cet ouvrage, mais qu'il est choqué par le fait que justement cette qualité intellectuelle et littéraire se mette au service de la pensée de la guerre, alors que, sachant que la guerre, c'est ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Et donc, en gros, Voltaire dit « Quelle horreur de mettre l'intelligence au service de la guerre ». Et donc, il décide de ramener le livre chez son libraire, et au moment où il le ramène, il retourne chez son libraire, il rencontre Guibert. Et là, ils ont un échange. Ils débattent. Alors, Guibert lui dit « Oui, je sais que vous n'aimez pas la guerre », il fait d'ailleurs référence implicite à Candide, l'ouvrage de Voltaire, où effectivement, le héros de Voltaire, Candide, eh bien, les mésaventures qui lui arrivent sont une façon de condamner la guerre et de condamner la culture militaire, de condamner l'armée, etc. Et donc Guibert dit à Voltaire, oui, je sais que vous détestez le monde militaire, etc. Mais Guibert lui explique, mais justement, si on veut faire en sorte que la guerre ne soit pas trop détestable, il faut la raisonner, il faut faire en sorte qu'elle soit pensée, il faut faire en sorte qu'elle soit soumise à la raison, et comme ça, elle sera moins horrible. Et finalement, Voltaire finit par se rallier à l'opinion de Guibert. Il finit par dire, oui, d'accord, finalement, c'est mieux que la guerre soit réglée. Maintenant, il dit, je continue à condamner moralement la guerre, mais j'approuve le fait qu'un personnage comme Guibert investisse son génie, investisse son talent littéraire, investisse son intelligence dans la compréhension et l'analyse de la guerre. Et voyez, cet enjeu, c'est un enjeu fondamental, puisque l'intelligence de la guerre, eh bien, c'est aussi
ce que l'on voit à l'œuvre sous la Révolution française, avec l'affirmation d'un personnage comme Carnot, qui s'était quand même d'abord affirmé comme un théoricien, comme un auteur, comme un poète aussi. Carnot était aussi reconnu comme un poète. Et puis le Michaud d'Arçon qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est aussi un théoricien de la guerre. Il y a aussi un personnage comme Grimoald qui est consulté par le Comité de salut public et qui est célèbre pour ses œuvres d'histoire de la guerre et ses œuvres théoriques. Donc, et puis aussi, bien sûr, il y a ce qu'on a vu, le fait que les assemblées, que ce soit l'Assemblée constituante ou la Convention, eh bien, discutent sur la guerre et font en sorte que celle-ci se soumette à la raison. Donc il y a effectivement un enjeu dans la compréhension de la guerre, qui est un enjeu politique, et qui a été... Alors, on ne connaît pas clairement les intentions du peintre de ce tableau. Que voulait-il suggérer? Est-ce qu'il voulait défendre le principe des war studies, des études sur la guerre? Ça n'est pas sûr. En revanche, c'est comme ça que j'ai choisi de l'interpréter dans la vidéo que vous allez voir et qui va servir de conclusion à cette séquence et puis à ce semestre que j'ai composé donc avec ma musique pour faire l'apologie des War Studies, de l'étude sur la guerre. Comprendre la guerre, c'est un enjeu important, c'est un enjeu politique, et vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, il y a aussi une citation de Jean Jaurès qui en 1911, dans l'Armée nouvelle, explique pourquoi l'université doit former les officiers et pourquoi l'université doit s'engager dans l'étude de la guerre. Et ça explique pourquoi je fais ce cours, et je vous remercie de l'avoir suivi. Et à nouveau, je remercie Virginie Martin de vous avoir accompagné, et je vous souhaite une bonne fin de semestre et une bonne fin de cette période de confinement. Et vous allez désormais avoir à disposition une nouvelle vidéo que je mettrai en ligne la semaine prochaine, qui ne fera pas partie de la séquence de cours du deuxième semestre, mais qui sera un supplément sur la campagne d'Italie, parce que, la campagne d'Italie de Bonaparte en 1796-97, parce que là nous verrons comment cette campagne d'Italie a été un moment important pour renverser la relation entre la guerre et la politique. C'est un moment finalement où là, comme le craignait Robespierre, où là, la guerre vraiment prend un impact sur la politique, où il y a une sorte d'autonomisation de la logique de guerre. C'est ce que nous verrons. Donc je le redis, ça ne fera pas partie du cours, c'est juste un supplément, parce que Virginie Martin m'avait dit que certains d'entre vous avaient envie qu'on parle de la campagne d'Italie. Donc je le ferai, c'est juste un supplément. Voilà, donc à la semaine prochaine, et puis donc bonne fin de semestre et bonne fin de confinement.